Aussi loin que je puisse me souvenir, mon enfance, comme celle de plus ou moins tout le monde en fait, a été bercée par Disney. Né en 1991, j'ai eu la chance de grandir dans une excellente période du studio. La période de La Belle et la Bête, Aladdin, Hercule, Pocahontas, Tarzan, et surtout celle du Roi Lion. Dont la cassette est sans doute celle que j'ai le plus usée, passant parfois des jours entiers à la regarder en boucle. Et je dois avouer que j'ai aussi un petit faible pour des films moins connus comme Le Roi Lion 2 ou Dingo et Max, dont je garde encore aujourd'hui d'excellents souvenirs, et que je devrais revoir un jour. Ou pas en fait. Mis en image, l'évolution de l'empire Disney ressemble plus ou moins à ça. Une souris sympa au début, un peu de princesse et de méchants pour bien commencer, une pincée de héros, des trucs mignons, des sidekicks marrants, puis, quand on sent que le filon commence à s'épuiser, des adaptations de leurs attractions, des remakes live de leurs classiques, et des rachats énormes, de Pixar à Marvel en passant bien sûr par Star Wars, et puis de la Fox. L'ascension aura pris près de 100 ans, mais aujourd'hui, à Hollywood, il n'y a aucun doute, c'est Mickey qui a pris le trône. Et si on en est là, c'est grâce à un homme, Walt Disney bien sûr. Je vais pas revenir aujourd'hui sur tout ce qui a précédé le premier long métrage d'animation, mais sachez en tout cas que Walt avait déjà remporté plusieurs Academy Awards, et que Mickey, Minnie et Donald étaient déjà connus de tous, même s'ils étaient un peu différents à l'époque. Enfin, je veux dire par là que c'était pas un illuminé qui est arrivé avec cette idée en partant de rien. Cela dit, dans les hautes sphères hollywoodiennes, personne n'y croyait. Son projet avait été rebaptisé La Folie de Disney. Et pourtant, Blanche-Neige et les 7 Nains sera un énorme succès commercial à l'époque. Il restera des mois à l'affiche, recevra une tonne de prix au fil des années, dont un Oscar accompagné de 7 petites statuettes, et, encore aujourd'hui avec l'inflation, il se classe parmi les 10 films les plus fructueux de l'histoire. Mais ça, c'était il y a plus de 80 ans, et il est temps de voir si le film a survécu à l'épreuve du temps, tant visuellement qu'idéologiquement. On y va ? On y va. Le film débute par l'ouverture d'un livre et la lecture d'une intro écrite. On est clairement directement dans l'univers du conte, et c'est une idée qui deviendra un cliché. À noter qu'en anglais, il n'y a pas de voix off, donc même si t'as 3 ans, t'as qu'à lire, ou alors tu fais chier toute la salle en demandant à tes parents. Après avoir, comme tous les jours, demandé à son miroir s'il était toujours la plus bonne du royaume, il lui dit qu'enfin, elle a été surpassée. Surprise, elle demande des informations sur celle qui a osé devenir mieux qu'elle, mais le miroir est d'humeur mystérieuse. Lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige. Blanche-Neige. Non. Non mais c'est vrai en soi. Personne n'a jamais pensé qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre, habillé comme une merde, avec des cheveux noirs, les lèvres rouges et la peau blanche. Le miroir ne l'a pas cité directement. Pendant ce temps-là, Blanche-Neige kiffe sa vie. Elle est là, les habits déchirés, elle avait des escaliers en pierre, et elle sourit et chantonne. Et alors qu'elle chante à son puits... oui, je sais. Qu'elle espère que son bien-aimé la trouvera aujourd'hui, un gars qui passe par là par hasard se dit que l'occasion est trop belle, et décide de passer au-dessus du mur parce qu'apparemment... on peut débarquer chez les gens comme ça. Bientôt. T'es-je effrayé ? Donc elle chante, il entre par effraction, chante avec elle, ils se regardent 1,5 seconde, plus ou moins, et apparemment ils sont amoureux maintenant. Heureusement que c'est un conte quand même. Mais c'en est trop pour la reine qui, depuis son trône en forme de pan, poussant la fierté jusque là où elle pose son cul, décide de réagir comme n'importe qui l'aurait fait. Rapporte son cœur. Seulement, le gars qu'elle engage passe à mon avis plus de temps à mettre du fond de teint qu'à chasser parce que, arrivé au moment fatidique, il est incapable d'aller au bout. Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est jeune et jolie, point. Elle ne l'en a pas dissuadé, elle n'a pas pleuré, n'a pas demandé pitié, rien. Faut vite, courez vous cacher. N'importe où, dans les bois. Ne revenez jamais. Pars très loin et ne reviens jamais. Après une séquence bien foutue et encore efficace aujourd'hui, Blanche-Neige tombe dans un trou, se brise la nuque et finit bouffée par les lapins et les oiseaux. Ah non, pardon. C'est un Disney, du coup elle chante, elle parle aux animaux et ils la conduisent vers un abri. Ce qui est beaucoup plus sensé. Plus princesse Disney que ça, tu meurs. Mais en même temps, c'est aussi devenu un classique de mettre une chanson ou un passage un peu plus joyeux après quelque chose de plus dark, pour ne pas traumatiser les enfants non plus. On peut le remarquer dans Bambi ou dans Le Roi Lion par exemple. Mais là quand même, elle est chassée de chez elle, elle est seule dans la forêt, et si la reine apprend qu'elle est encore en vie,
elle reviendra pour la tuer. Donc viens pas nous dire que parce que tu souris et que tu chantes, tout va bien. Mais en même temps, ça transmet un message positif aux enfants, que même si tout va mal, ce n'est que passager et tout ira bien au final, tant que tu sais communiquer avec des rongeurs, j'imagine. Arrivée sur place, elle entre, parce que décidément c'était la mode à l'époque, et se comporte comme une mère dans la chambre de ses enfants. Et pour qui elle se prend? Et du coup, elle décide de faire le ménage chez des gens qu'elle ne connaît pas. Mais non, non. Et en plus, elle utilise les animaux comme aide ménagère. Ah bah tiens, et tu sais ce qui aide quand on travaille? Chanter. Ça étonne qui à ce niveau-là? Plus personne. N'empêche, cette scène est encore une preuve de la maestria au niveau de la coordination musicale et visuelle. Et dites-vous que chaque petit gag apprécié par Walt accordait 5 $ à son créateur. À l'époque, ça valait quand même 90 $, c'est pas non plus de la merde. Et au niveau musique, d'accord, siffler en travaillant, c'est devenu un classique un peu nul, mais dans l'animation, c'est vraiment magique. Et une fois que la maison est propre, crevée, elle va se coucher, parce que c'est ce que tu fais quand t'es chez des gens que tu connais pas. Bien sûr. On rencontre alors les 7 hommes préférés de tout le monde. Après eux et eux, qui piochent tic-tac du matin jusqu'au soir, ou plutôt jusque 5 heures, hein, faut pas déconner non plus. Puis rangent tout dans leur coffre-fort. Et c'est bien pratique pour les voleurs parce que c'est marqué juste au-dessus. Enfin, heureusement, c'est fermé à clé. Qu'est-ce qu'il fout, ce con? Bref, ils sortent donc de la mine, et ils sont apparus, là. Ils sont juste apparus. Enfin, je m'arrête sur des détails, mais en vrai, ils sont géniaux. Chaque nain, dans son animation, dans son expression, a quelque chose de différent, d'unique, de reconnaissable, et c'est pour ça qu'il fonctionne si bien. D'ailleurs, dans les scènes qu'il partage avec Blanche-Neige, la différence est frappante. Alors qu'ils arrivent près de la maison, ils remarquent que tout est allumé, que la cheminée fume, bref. Il y a quelque chose de louche. Et ils décident d'aller tabasser à mort le responsable. Littéralement, c'est eux qui le disent avec la voix la moins crédible du monde. Frappons-le à mort. Après 10 minutes d'hésitation et de bruit, ils finissent par ne pas la tabasser à mort, parce que... Qu'est-ce que c'est? Elle est plutôt mignonne. Et vu qu'elle sait faire à manger, elle peut rester. Des tartes aux prunes, hurrah! Elle reste! Mais là, Blanche-Neige va un peu prendre ses aises. Maintenant, allez tout de suite vous laver, ou vous n'aurez pas à manger. Ce qui ne sont pas trop les déranger. Pendant ce temps-là, ayant appris par sa balance des miroirs que Blanche-Neige était toujours en vie, la reine réagit encore une fois de façon totalement rationnelle. L'enterrer vivante. Le lendemain, les hommes partent à la mine et la femme reste à la maison, faire des tartes. Les années 30. Et putain de merde meurt. Surtout que, vu comme l'ombre arrive, elle doit venir d'en dessous de la fenêtre. Et avec tout ça, c'est encore étonnant que Blanche-Neige soit pas morte d'une crise cardiaque, parce qu'entre ça et l'autre stalker du début... T'es-je effrayé? Les tartes aux pommes, c'est ce que les hommes préfèrent dans tous les pays. Elle a quand même des conseils complètement cons. Hein. Pour le même prix, elle prend la pomme, en fait une tarte et les nains meurent. Bah c'est marrant, elle semblait si bien comprendre les animaux et là c'est même pas assez clair. Elle pousse la naïveté à ses limites quand même. Hein. Et la sorcière ou la reine essaye même pas de paraître sympa. Tout, de sa tête à son rire, hurle qu'elle a de mauvaises intentions. Et en plus... Je voudrais que mon prince m'emmène dans son château. Elle dit son vœu à haute voix. Tu mérites tout ce qui t'arrive, hein. Je suis la plus belle sur Terre. Prévenus par les animaux, parce que Disney, les nains reviennent et pourchassent la sorcière, qui finit punie par Zeus et bouffée par les vautours. Donc bravo, ta victoire aura duré 28 secondes. Trop triste pour l'enterrer, ou encore une fois parce que même dans la mort, elle reste belle, les nains lui construisent un cercueil de verre, qu'il veille sans cesse. C'est-à-dire que là, il n'y a plus personne à la mine. Hein. Le temps passe et un jour, le prince passe par là, par hasard. Chantant toujours la même chanson que depuis des mois, enfin tu m'étonnes que son cheval bouge pas. Il doit être en AVC constant, le pauvre. Et décide d'embrasser Blanche-Neige. Je rappelle qu'elle est censée être morte. Et que le gars n'a aucune idée que le remède, c'est un baiser. C'est quoi son délire à lui? Enfin bref, ça fonctionne. Elle se réveille comme s'il venait de faire une sieste, dit à peine au revoir aux nains, qui sont restés quand même à côté d'elle pendant des mois, et ils s'en vont à deux. Dans son château qui est dans le ciel quand même là, hein. Et c'est fini. Y'a que moi qui me dit qu'elle est peut-être vraiment morte, et que le prince est juste la représentation de la faucheuse qui l'emmène au paradis. Oui? Bon. Alors, il y a deux façons de voir le film pour moi.
La première, c'est avec ses yeux d'adulte, de façon totalement rationnelle et critique, et trouver ça totalement con. Parce que oui, sous ce prisme, on est devant quelque chose d'absurde au plus haut point. C'est l'histoire d'une fille très naïve qui tombe amoureux du premier gars qu'elle voit, qui survit sans aucune raison à une tentative d'assassinat, qui débarque dans une maison vide et fait le ménage, se fait accepter par ses hôtes parce qu'il sait faire des tartes, puis se fait avoir par la personne la plus clairement mal intentionnée du monde. Et enfin, comme par hasard, son amoureux de 2 secondes tombe sur son cadavre, l'embrasse, et ils partent dans son château dans le ciel. Vu comme ça, c'est chaud quand même. Sauf que bien sûr, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'essence même du conte. D'ailleurs oui, ça vient d'un conte de la mythologie allemande, déjà adapté en film dans les années 1910, Film qui avait grandement marqué un Walt encore tout gamin, et c'est bien sûr un peu plus dark qu'ici. Et c'est plus généralement l'essence de la magie Disney. C'est la base de tout ce qui viendra après, c'est le modèle de la princesse Disney, pure, innocente, gentille, qui chante et qui parle aux animaux. Aujourd'hui, presque tout ce qu'on retrouve dans Blanche-Neige est un cliché. L'ouverture du livre, le prince sans personnalité, la méchante belle-mère, les chansons entraînantes, les animaux mignons, la fin heureuse, donc oui. En le revoyant aujourd'hui, il n'y a plus de surprise, rien d'incroyable. Mais il faudrait pas oublier qu'on parle d'un film qui a eu 82 ans à la fin de l'année passée, qui aura traversé le temps, et reste encore aujourd'hui, simplement iconique et mémorable. Faites le test, je suis sûr que tout le monde peut encore citer les noms des 7 nains, connaît le rythme de Hey-Ho, ou de siffler en travaillant, et que si je vous demandais votre top 5 des meilleurs méchants de Disney, la reine/sorcière serait probablement dedans. Ou pas loin. Mais ce qui me fascine tellement dans ce film, c'est le travail effectué pour arriver à ce qu'on voit. C'est pas pour rien si même avant le générique, Walt remercie toutes ses équipes. À l'époque, un rendu pareil, c'était du jamais vu. Regardez ces reflets dans l'eau, toutes les strates d'animation sur cette scène, la fluidité de la danse, la scène de transformation. Dans les années 30, tous les autres studios, et même Disney quelques années avant, étaient à des années-lumière de ce niveau. Mais ils ont travaillé jour et nuit, littéralement. Parce que Walt, en plus des heures à bosser pour lui, leur payait également des cours supplémentaires de dessin en soirée. Ils ont inventé des nouvelles techniques, utilisé des modèles vivants pour plus de réalisme, et c'est au final plus d'1 million de dessins qui seront effectués pour le film. Et tout ça sans avoir aucune garantie que le public serait au rendez-vous. C'était un pari, un risque fou. Disney a misé absolument tout sur ce projet, et ça a payé. Je crois pas trop m'avancer en disant que le studio a fait bien mieux depuis, mais au niveau impact et importance, ce premier classique Disney aura toujours une place de choix dans le cœur de tous, rien que parce que sans lui, le monde du cinéma ne serait sans doute pas ce qu'il est aujourd'hui. Après l'énorme succès critique et commercial de Blanche-Neige et les 7 nains, qu'on a abordé il y a 2 semaines, le défi était le même qu'après n'importe quelle première réussite. Confirmer. Plutôt faire comme Tarantino après Reservoir Dogs que Richard Kelly après Donnie Darko. Même si j'ai beaucoup de tendresse pour Southland Tales et son casting totalement improbable. Mais je m'égare. Parce qu'on parle pas de Richard Kelly là, mais de Walt Disney. Tellement acharné qu'à peine Blanche-Neige sortie, il y trouvait des défauts. Il avait des choses à redire sur l'animation de telle ou telle séquence. En même temps, ils avaient tellement appris en bossant sur leur premier long métrage que ce qui avait été fait en début de production leur semblait déjà daté à la fin. Alors, pour ce deuxième film, Walt ne veut qu'une chose, la perfection. Il a été initialement prévu que ce deuxième film soit Bambi, mais Walt le sentait pas. Il ne voyait pas comment aborder le film, comment construire l'histoire. Il choisit alors de se lancer dans Pinocchio, roman italien pour enfants datant des années 80. 1880. Publié à la base sous forme épisodique, le livre de Carlo Collodi est l'un des plus traduits de l'histoire, et était, même avant d'être adapté au cinéma, connu dans le monde entier. Aujourd'hui, tout le monde connaît Pinocchio, et tous les enfants du monde ont déjà entendu au moins une fois dans leur vie « ton nez s'allonge » après avoir menti à leur mère. Les adaptations sont nombreuses, des plus simples aux plus étranges en passant par celle-ci, que j'ai vu petit et qui hante encore mes nuits les plus sombres, et celle-là. Enfin, même si dans le tas il y a des choses très intéressantes, comme l'influence de l'œuvre sur Intelligence Artificielle, projet de Kubrick finalement réalisé par Spielberg, on va rester concentré sur la version la plus connue, sortie durant une belle année plutôt calme, en 1940. Le film commence en chanson, avec le célèbre « Quand on prit la bonne étoile », devenu l'hymne de Disney avec le temps. Et quand on y pense, on se dit que la chanson représentative du studio devait être chantée par une princesse ou un héros, mais non, elle est chantée par un criquet, ou un grillon, enfin par lui quoi. Il ouvre lui-même le fameux livre caractéristique du genre, et débute la narration. À propos de livre, vous avez vu ça ? L'histoire vous la connaissez, mais on va quand même revenir dessus un peu.
Geppetto est un vieux charpentier, bricoleur, faisant du bois à peu près n'importe quoi. Un soir, il fait un vœu à la bonne étoile, à haute voix, hein. C'était la mode à l'époque. Et sa dernière création, Pinocchio, une marionnette, prend vie. Mais la fée bleue ne le transforme pas en vrai petit garçon directement, lui expliquant que c'est quelque chose qui se mérite, qu'il doit se montrer digne de l'être. Elle lui attribue aussi une conscience. Le fameux criquet grillon qui passait par là juste pour se réchauffer le cul, Jiminy. Alors j'ai déjà 2 questions. 1. Pourquoi il l'appelle Pinocchio alors que ni Figaro son chat, ni Cléo son poisson rouge n'aiment le nom? Ou en tout cas, pourquoi il leur demande leurs avis alors qu'il s'en fout clairement? Et de 2, à ce moment-là, pourquoi il a besoin de sa montre? Passons. Pinocchio se réveille, Jiminy devient sa conscience, lui explique très mal la différence entre ce qu'il faut et ne faut pas faire, Geppetto est content, ils font la fête 2 minutes avant que Pinocchio ne décide de foutre le feu à la baraque, histoire de montrer que sa curiosité va lui causer des ennuis, puis ils vont se coucher. Parce que c'est ce que tu fais quand ta marionnette vient subitement de prendre vie. Oui. Le lendemain matin, Pinocchio part à l'école, et encore une fois j'ai tellement de questions. Pourquoi Geppetto a un livre de cours? Pourquoi il laisse un pantin vivant partir seul à l'école? Pourquoi il doit aller à l'école alors qu'il est né il y a 10 heures? Est-ce qu'il doit pas être inscrit avant? Comment est-ce que Pinocchio va faire pour suivre si les cours ont déjà commencé depuis des mois? Et surtout, comment il connaît le chemin? En route vers l'école, bien sûr, ça tourne mal. Pinocchio croise Grand Coquin, sacré nom, et Gédéon, putain, qui, pas vraiment étonné de voir se balader un pantin dans la rue, en même temps tu t'attends à quoi de la part d'un renard avec une canne et d'un chat avec un chapeau, lui disent qu'aller à l'école, c'est une perte de temps, et qu'il peut devenir célèbre très vite s'il rejoint le cirque de Stromboli. Et bien sûr, il les suit avec joie. Mais oui, mais en même temps, il existe depuis même pas un jour, vous croyez quoi, vous? Et il est où le Jiminy, là? Mec, t'as littéralement un job, et t'arrives à foirer. Chez Stromboli, il chante, il danse, il est applaudi, il gagne même un sou. Quel succès! Il est impatient de rentrer chez lui raconter ça à Geppetto. Mais c'est mal connaître Stromboli qui lui demande de rester gentiment. Retrouvé par un Jiminy toujours aussi inutile, il est sauvé par la fée, malgré qu'il se soit retrouvé dans cette situation tout seul, et qu'il lui ait, en plus, menti. Elle est sympa quand même. Fun fact. Quand on pense à Pinocchio, on pense toujours à son nez qui grandit quand il ment. Et pourtant, dans cette version, ça n'arrive qu'une seule fois. Ici donc. Après s'être fait sermonner et libérer, cette fois c'est sûr, il y va à l'école. Et puis, sa conscience est avec lui alors, tout va bien. Mais Jiminy se comporte comme un enfant de 5 ans et décide de jouer à « c'est moi qui vais arriver en premier ». Il court plus vite que lui, et ne le voit pas se faire encore une fois attraper par Coquin et Gédéon. Envoyé cette fois-ci par un cocher anglais, qui est sans doute le diable incarné et ferait passer les 2 premiers méchants pour des fillettes. Après quelques tours psychologiques astucieux, lui faisant croire qu'il a besoin de vacances, le pantin accepte encore de les suivre. Direction cette fois, la charrette du cocher, pleine d'enfants dessinés par Tomska, apparemment, qui les emmène sur l'île enchantée. Sur cette île, tout est permis. Boire, fumer, se battre, tout casser. Y a pas d'école, pas de police, et surtout, ça sent absolument pas l'embrouille. Après avoir bu et fumé à l'âge totalement légal de 2 jours, il envoie chier sa conscience, puis il voit son nouveau meilleur ami se transformer en âne, et lui-même recevoir une queue et des oreilles. Dehors, les enfants fraîchement transformés sont envoyés dans les mines et les cirques. La putain de joie! Prévenus par Jiminy, ils s'enfuient, rentrent, mais la maison est vide. Et ils apprennent, grâce à une lettre envoyée par la fée bleue sous la forme d'un oiseau, parce que pourquoi pas après tout, que Geppetto est parti chercher Pinocchio et a fini au fond de la mer, avalé par la baleine Monstro. Une fois au fond de la mer, ils prennent une plombe à trouver Monstro parce qu'apparemment c'est, pour les poissons, l'équivalent de Voldemort. Pinocchio se fait enfin avaler, Geppetto embrasse un poisson, ils font un feu, Monstro les recrache, il s'échoue sur la plage et le petit bonhomme en bois est mort. Allez, à dans 2 semaines. Bon, de nouveau, c'est Disney, hein, et puis il y a la fée bleue qui résout tout. Et de toute façon, comment ça peut mourir une marionnette? Pas besoin de manger, de boire, de respirer. Grâce au sacrifice qu'il fait pour sauver son père, ayant appris de ses erreurs, la fée oublie toutes ses conneries, et il est ressuscité. Et il est transformé en vrai petit garçon. Ce qui permet à Geppetto de sortir une dernière fois son humour caractéristique du « je réagis pas assez rapidement quand Pinocchio me parle ». Tout le monde est content, Jiminy a une grosse étoile sur la poitrine, et c'est fini. Et ouais, c'était excellent. Passer après Blanche-Neige et son succès international, ça n'allait jamais être facile. Mais dès les premières visions de presse, les journalistes ont dû, limite, inventer des nouveaux adjectifs pour faire comprendre que c'était encore mieux que Blanche-Neige. Malheureusement, le succès public ne sera pas au rendez-vous. La faute au thème plus adulte, au côté plus européen du métrage, et peut-être ou surtout à cause d'un petit Autrichien qui avait foutu une merde pas possible dans notre partie du monde, repoussant la sortie du film dans la plupart des pays du vieux continent à 1946. Aujourd'hui, 80 ans plus tard,
Beaucoup d'amateurs du genre et d'animateurs bossant actuellement chez Mickey considèrent Pinocchio comme l'un des plus grands classiques Disney de tous les temps. Walt voulait la perfection, et au niveau visuel, on en est quand même pas loin. Là où Blanche-Neige avait quelques passages un peu moyens, ici, rien de tout ça. Une armée d'animateurs se sont relayés pour créer ce qu'on voit à l'écran. Et beaucoup d'entre eux, encore jeunes à l'époque, font maintenant partie des 9 sages de l'animation Disney. Le Mont Rushmore du dessin animé, si vous voulez. Chacun des personnages importants a eu droit à son dessinateur attitré. Ce n'était pas le même gars qui s'occupait de Pinocchio, Geppetto, Figaro, Grand Coquin ou Jiminy Cricket. Par exemple, dans cette scène, c'est Fred Moore, Walt Kimball et Milt Kahl qui travaillent ensemble pour arriver à ce rendu totalement homogène. Et, à la différence de Blanche-Neige, qui avait visuellement, en termes de personnages marquants, on va dire les 2 versions de la reine et les nains, c'est-à-dire 3 styles distincts, ici, ils ont tous leurs pattes propres. Enfin, sauf encore une fois le personnage le moins caricatural, le plus proche de l'humain, la Fée Bleue. Elle vous semble familière? C'est normal. Elle est dessinée depuis le même modèle que Blanche-Neige, à savoir l'actrice Marjorie Belcher. Et cette attention au détail est la même dans tous les compartiments. Les plans larges sont faits par des spécialistes, un gars a passé des mois juste à animer des vagues et des bulles pour les séquences de fin, ils ont amélioré le système de la caméra multiplane pour donner des effets de profondeur verticaux et horizontaux. Et puis, respect à Kimball, pour avoir fait d'un insecte comme ça, le criquet sympa que tout le monde connaît. Et c'est pas que visuellement. Toute la production a été réfléchie pour avoir un produit final le plus réussi possible. Rien n'a été laissé au hasard. Et la moindre chose qui ne plaisait pas à Walt devait être travaillée. Parfois totalement. Au départ, ayant, de leur propre aveu, trop pris la confiance après le succès de Blanche-Neige, ils se sont lancés dans le design et la personnalité de leur personnage principal. Lorsque Disney a vu le résultat, ça lui a pas plu du tout. La marionnette ressemblait trop à une marionnette, ne transmettait pas assez d'émotions et le caractère de Pinocchio, trop proche du livre, le rendait complètement antipathique. Il faut savoir que dans le bouquin, Pinocchio est vraiment un sale gosse. Le genre à se foutre de Geppetto dès qu'il lui a sculpté une bouche, à lui voler sa perruque dès qu'il a eu des mains, et à tuer Jiminy 2 minutes après leur rencontre. Oui, chez Collodi, Jiminy Cricket est tué par Pinocchio. Ah, et Pinocchio était censé mourir pendu aussi. Parce que les contes, c'est merveilleux! Ils ont donc repris le boulot, lissant le personnage physiquement, le rendant plus enfantin, plus humain, tout en lui laissant ses traits de pantin, et ont transformé son arrogance en curiosité de gamin, en pure innocence. Ce qui le rend attachant, même si parfois on peut pas s'empêcher de dire « Mais petit con, va à l'école et arrête de suivre n'importe qui !» Et enfin, on ne peut pas imaginer le film sans sa partie sonore, omniprésente, millimétrée, apportant tellement au tout. Toutes les chansons ne sont pas cultes, même si la bande-son sera doublement oscarisée, mais le score dans son ensemble est ce que les classiques Disney ont proposé de mieux. Et dans le making-of, ils disent même avoir inventé le son de la magie. J'ai beaucoup lu et entendu que le film avait traumatisé pas mal de monde et qu'ils n'avaient pas un excellent souvenir aujourd'hui à cause de ça. Que c'était trop sombre pour eux, qu'ils ne montreraient pas ça à leurs enfants. Et oui, c'est clair que si pour vous, le fait de demander à un chasseur de ramener le cœur d'une jeune fille dans une boîte, c'était déjà limite, Pinocchio hausse encore le ton de la noirceur, mais bien. Abordant le travail forcé, l'enlèvement d'enfants, la manipulation des plus faibles, les assassinats rémunérés, la drogue, l'alcool, la violence, la séquestration, la transformation d'enfants en ânes. Ouais, waouh. Énuméré comme ça fait beaucoup pour un film d'1h25, d'accord, mais, il n'en est pour moi pas moins un film essentiel qui, malgré ses aspects qui pourraient faire peur aux plus jeunes, mérite d'être montré aux enfants, en ajoutant peut-être du contexte, en leur expliquant la symbolique de certains passages, des trucs tout cons comme ne pas suivre un inconnu même si ce qu'il te propose semble super intéressant, ou bien que... Se droguer c'est mal, il ne faut pas vous droguer. Je crois que cette réaction, est une des raisons qui fait que je ne fume pas. Ce qu'il y a de plus intéressant quand on revoit un Disney en tant qu'adulte, je trouve, c'est d'y retrouver toutes les significations, les sens profonds de certaines phrases, actions, personnages. Et Pinocchio regorge de symbolique. Il y a l'évident, le mensonge, grandissant tellement qu'il devient impossible à cacher, comme le nez au milieu de la figure. Ou qu'une conscience sans expérience, ça sert pas à grand chose. Ou encore le fait que les gens qui choisissent la vie facile, faite de pillage, d'alcool, de drogue et de bagarres, sont condamnés à travailler pour les autres et à être exploités par la société. On ne peut pas non plus passer à côté de l'idée que le fait que Pinocchio soit une marionnette n'est pas innocent, puisqu'il passe presque tout le film à être contrôlé par la volonté des autres. Puis, il y a les théories un peu plus tirées par les cheveux, comme quoi Pinocchio serait une représentation de l'éveil sexuel avec une conscience souvent tournée vers le sexe opposé. Je veux dire, quand même, assez souvent, putain, Jiminy, tu vas te calmer le slip. Et puis, comme le dit très bien une autre affiche, enfin voilà, moi je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Au final, oui, c'est pas toujours très marrant, Pinocchio. Mais avec du recul, et en considérant que 20 ans plus tôt, les dessins animés ça ressemblait à ça, c'est encore une fois, après Blanche-Neige, un tour de force magistral.
D'une beauté rarement dépassée, aux thèmes plus sombres et aux enjeux plus grands que juste « je veux être la plus belle ». On est plus sur l'importance de l'éducation, suivre le droit chemin, ne pas céder aux tentations. Et c'est ce qui fait que le film a pour moi toute sa place dans la liste des classiques, non seulement de Disney, mais aussi du cinéma en général. Ah oui, je vais commencer à noter les films aussi, pour que vous ayez une idée de comment mes louanges et critiques se traduisent en chiffres. Alors, qu'on soit clair, c'est subjectif, je ne me considère pas comme un expert, ni critique renommé, j'ai juste toujours aimé noter mes films, alors autant partager ça avec vous. Pour info, même si je reconnais son importance et son influence, je suis pas un énorme fan de Blanche-Neige. Et le film vaut pour moi un 6 sur 10. Pour ce qui est de Pinocchio, qui m'intéresse et me captive beaucoup plus pour plein de raisons que je viens de citer, je lui donne un 8 sur 10. S'il y a bien un film qui se distingue de tous les autres, quand on prend la liste des classiques Disney les plus connus, c'est bien Fantasia. Ici, pas de héros, pas de vilain, pas d'adaptation de conte ou presque, pas d'histoire, même pas de chanson. À la place, plus de 2 heures de musique classique, illustrée par de l'animation. Parfois ça raconte une histoire, parfois ça raconte rien, mais c'est poétique. Et parfois, c'est juste des lignes de couleurs en accord avec de la musique. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Walt? Pour comprendre le pourquoi de Fantasia, il faut remonter à une rencontre. Celle de Disney et de Leopold Stokowski, un chef d'orchestre très connu aux USA à cette époque. Cette rencontre mènera à un projet de court-métrage. Une adaptation de L'Apprenti sorcier de Goethe sur la musique de Ducasse, déjà créée pour le conte original, et qui serait interprétée cette fois-ci par l'orchestre de Philadelphie, sous la baguette de Stokowski. Le projet était ambitieux, très ambitieux. Vous devriez savoir maintenant que Disney n'était pas du genre à faire les choses à moitié. Sauf que l'ambition, dans le monde du cinéma, ça a un coût. Et le gars qui s'occupait des finances de la compagnie, Roy, qui était aussi le frère de Walt, lui a bien fait comprendre que dépenser autant d'argent pour un film de 9 minutes, c'était bien sympa, mais ça allait pas les mener très loin. Ils ont donc eu l'idée de réaliser d'autres courts-métrages, d'utiliser d'autres morceaux classiques pour en faire un film exploitable en salle. Et donc, d'en tirer le plus de thunes possible en soi. Et je crois que le plus simple, c'est de se lancer dedans, et de le suivre, segment par segment. Si vous l'avez jamais vu, je vous préviens, oubliez toutes les idées que vous vous faites d'un dessin animé Disney, parce que croyez-moi, à part quelques passages, on en est loin. Musique. Le premier segment commence sur l'orchestre. Quelques couleurs projetées, quelques ombres, quelques silhouettes, qui se dissipent bientôt pour laisser place à des lignes, des formes, qui rappellent parfois un violon, un nuage, et parfois rien de spécial. C'est ce qu'ils ont appelé, dans l'introduction, de la musique absolue. C'est d'après eux le genre d'image qui pourrait être passé par la tête en écoutant cette musique à l'opéra. Et je sais pas si c'est parce que c'est encore le début, si c'est parce que j'aime la musique ou si c'est parce que c'est pas trop long, mais j'aime beaucoup ce segment. Il est osé, parce que ce genre d'image ne se voyait que dans les milieux expérimentaux. Il a une simplicité, une poésie, et puis à quelques moments, il me rappelle un peu les passages psychédéliques de 2001. Et c'est toujours positif. Si tous les segments avaient été du même genre, ça se serait sûrement essoufflé très vite. Mais là, en 10 minutes, c'est efficace. Le deuxième, c'est le bien connu Casse-Noisette de Tchaïkovski. Mais si, vous connaissez, écoutez. Ah oui, tant qu'on parle de musique, qu'on soit bien d'accord, j'y connais rien. Genre vraiment. Je connais ce qui est ultra connu, ou ce qui est utilisé dans des films que j'aime. Mais c'est tout. Donc si je dis une connerie quelque part, n'hésitez pas à me le dire, et surtout, sorry. Mais revenons à notre casse-noix. Parce que c'est ici que je commence à être divisé. Autant je trouve le début absolument magnifique, dans sa synchronisation avec la musique, dans ses couleurs, son ambiance, autant, dès qu'on part sur des champignons et des fleurs qui dansent, et des poissons qui essaient de me draguer, je suis moins fan. Heureusement, les faits du début finissent par revenir, annonçant l'hiver, mais surtout, la fin. Parce que, et c'est un reproche qui va revenir assez souvent, c'est long. Je sais pas s'il y avait aucune possibilité de raccourcir le morceau, c'est peut-être déjà le cas, j'en sais rien. Mais sur les 8 passages, il y en a 3 qui, pour moi, tirent inutilement en longueur. Mais on va y venir. Après ça, c'est le segment le plus connu. C'est Mickey avec un chapeau, c'est les ballets de l'enfer, c'est l'apprenti sorcier. Ce court-métrage, à l'origine du projet, en plus d'être devenu le porte-drapeau de l'entièreté de Fantasia, est un gros tournant pour le symbole de la compagnie. Regardez, Mickey avant, Mickey dans Fantasia. On est tellement habitué à voir ce Mickey là aujourd'hui et ce Mickey là dans les vieux courts-métrages, qu'on se dit que le changement a dû arriver petit à petit, ou bien à un moment quelconque. Et non. Le redesign de la souris la plus connue du monde a été fait pour l'apprenti sorcier, grâce au travail de Fred Moore. Fini les yeux tout noirs, bonjour le Mickey à pupille. Fini les cercles, bonjour la poire. De nos jours, ce Mickey c'est la base, mais en 1940, c'était un risque. Mais vu qu'il a toujours le même look aujourd'hui, on peut dire que c'est une réussite, non ?
L'histoire est simple. Mickey est l'apprenti d'un sorcier, qui l'eût cru, qui est chargé de porter des seaux d'eau remplis à ras-bord. Quand son sorcier de maître décide d'aller faire une sieste, il lui vole son chapeau, ensorcelle le balai pour qu'il fasse son sale boulot et s'endort sur une chaise. Parce que c'est ce que tu fais quand tu viens de donner vie à un balai et que ton boss peut débarquer à tout moment. Oui. Et bien entendu, ça part en couille. Le balai ne s'arrête pas, il inonde tout, Mickey se réveille tout mouillé et c'est pas la fièvre ni les hormones, et, pour l'arrêter, il détruit ce pauvre balai à coups de hache. Radical. Sauf que ça ne fait qu'aggraver le souci, jusqu'au point où ce qu'ils font n'a plus aucun sens, on est d'accord. Et il faut le retour de Yensin, ou Moïse, le fameux sorcier, pour tout régler. Mickey se prend un coup de pied au cul, c'est bien fait, et c'est fini. Morale de l'histoire, reste à ta place et joue pas avec ce que tu contrôles pas. Autre morale, le sorcier est un enfoiré qui file un boulot inutile à son apprenti. Mais bon. C'est sans conteste le passage le plus universel, le plus apprécié, celui qui a été vu par presque tout le monde, même ceux qui n'ont jamais vu Fantasia. Parce qu'il est avant tout un court-métrage de Mickey, et qu'il fonctionne très bien, sans l'emballage du long-métrage. On passe à présent au cours de sciences, et je déconne même pas. Ce film d'une petite demi-heure, oui, il fait partie de ceux qui sont beaucoup trop longs, a été, et est peut-être encore aujourd'hui, montré dans certaines classes pour expliquer l'évolution de la Terre, de la première cellule à l'extinction des dinosaures. Et c'est bien entendu là que s'arrête l'évolution vu que le reste a été créé par Dieu. Et encore une fois, c'est presque pas une blague parce que si le métrage s'arrête à la mort des dinosaures et ne montre pas le passé de l'homme, c'est pour ne pas froisser les créationnistes, encore fort présents et influents dans l'Amérique des années 40, j'imagine. Et c'est aussi pour ça que le narrateur répète plus ou moins 12 fois que tout ce qu'on va voir, c'est juste ce que dit la science et pas spécialement les croyances de tous les employés Disney. On va pas se mentir, c'est pas mon préféré. Après avoir passé un bon petit temps dans l'espace, on débarque sur... Mars ? Ah, ou la Terre apparemment. On passe au-dessus d'une Terre brûlée et ravagée avant de plonger dans l'eau. Là, on découvre des cellules qui vont se diviser et rapidement devenir des êtres vivants. Puis des poissons, dont celui-là qui va passer près d'une famille de monstres du Loch Ness et finir sur Terre. Et quand on voit les dinosaures, c'est clair, on n'est pas dans Petit Pied. L'accent est mis sur le réalisme, et la réalité, c'était que quand Monsieur Petit Bras, le T-Rex, débarquait, c'était violent, et des dinos mouraient. Ah ouais, y a plus aucun espoir les enfants, lui, il est mort. Et tant qu'on est dans le désespoir, est-ce que ça vous dirait de les voir tous crever de faim et de soif? Non? Super, on y va. Regardez-les, ils mangent de la boue tellement ils ont la dalle. Oh, et ils essaient de se déplacer pour trouver de l'eau sûrement. Vont-ils y arriver? Bien sûr que non. Et voilà, ils sont tous morts. Allez, la semaine prochaine, on se retrouve pour un documentaire sur les abattoirs. Salut! Non, honnêtement, je veux bien que Pinocchio et Blanchet, c'est flippant et malsain, mais au moins ça finit bien. Là non. C'est normal, c'est vrai, mais quand même. Si tu montres ça à ton gosse fan de dinosaures, il est parti pour une dépression. Encore une fois, visuellement, il y a un énorme boulot. Il y a des idées, il y a un style intéressant, je dis pas. Mais 30 minutes d'évolution, de mythos, de dinos qui s'entretuent puis bouffent du sable, c'est un rien longuet quand même. La 5e partie du film s'anime autour de la pastorale de Beethoven, transformant l'idée de base du compositeur, sa vie à la campagne, en vie sur le mont Olympe. Bonne idée à la base. On va voir de tout. Des angelots, des licornes, Pégase et sa famille, qui est sans doute l'inspiration pour Mon Petit Poney, des centaures gaulés comme des clichés de la jeunesse américaine, les tétons en moins, et des dieux. Dionysos, dieu du vin, bourré H24, Zeus, le troll ultime, mais aussi Héphaïstos, Diane, Nyx ou Apollon. Et, c'est la dernière fois que je le dirai, mais ça dure des plombes. C'est mignon au début, les couleurs sont belles, l'animation est jolie, mais voilà. On passe d'un truc à l'autre sans trop de raison, presque pour dire de remplir le temps et de rajouter du contenu. Ah, vous savez ce qui a choqué à l'époque? Les culs. Vous savez ce qui a beaucoup moins choqué? La servante noire, qui n'a été enlevée qu'en 1969. Ah, les années 40. Bref, c'est une séquence intéressante parce qu'elle permet d'avoir une première version de Zeus ou de Pégase 60 ans avant Hercule, mais qui fait clairement 10 minutes de trop. L'avant-dernière, celle de la danse des heures de Ponchielli, est peut-être celle que j'aime le moins. Déjà parce qu'on arrive à la fin et que j'ai fort envie de voir le dernier court-métrage, et puis parce que franchement, voir des autruches, des hippopotames, des éléphants et des crocodiles danser du ballet, ça me passionne pas des masses. Si je veux voir ces animaux danser, je me repasse Je voudrais déjà être roi et c'est bon. Je comprends l'idée, chaque groupe représentant un moment de la journée, du réveil à la nuit, et je sais que les dessinateurs ont bossé comme des dingues pour avoir ce rendu là, ils ont eu des cours de ballet et tout, mais ça me touche pas. Du tout. Et pour ce qui est du côté parodique, il était peut-être évident à l'époque, mais aujourd'hui, beaucoup moins. Tout ce que je me dis devant celui-là, c'est que cette autruche a des pouvoirs, que ce tutu ne cache absolument rien, qu'ils viennent d'inventer le dab, que ce crocodile est mort, et que je veux savoir d'où vient ce poisson. Et enfin, on y arrive, le dernier segment, et je le trouve incroyable. À l'image de la violence entre les dinosaures, on sent qu'ils se sont assez peu censurés, et n'ont pas eu peur de partir dans quelque chose de visuellement radical. Le soleil se couche,
Et Tchernobog, lui, dieu slave de la nuit et de l'obscurité, s'éveille. Imposant, terrifiant, il dégage une aura maligne. Et d'un seul coup d'œil, tu sais qu'il est l'une des créatures les plus mauvaises et effrayantes créées par Disney. Et je parle encore jusqu'à aujourd'hui. Il est rejoint par les âmes du village. Les pendus repassent par la corde, les monstres sortent des crevasses, et semblent parader pour lui. D'une flamme, il crée la vie. Une vie pathétique, informe. Puis d'un geste, il y met fin. Ça fonctionne tellement bien, c'est tellement malsain. Ça en fait pas des tonnes, mais ça le fait très bien. Les cloches de l'église mettent fin à l'amusement des démons. La noirceur se mue en lumière. Le sacré remplace le profane. L'Ave Maria débute. On suit une procession avant de terminer face à l'ultime signe d'espoir. Un nouveau jour. Le soleil qui apparaît. Les deux œuvres n'ont rien en commun, mais elles sont tellement différentes qu'elles se complètent parfaitement. Et au moins, on termine sur une excellente note. Parce que clairement, 2h05 c'est long. Enfin en tout cas ici, ça paraît long. Parce que ça raconte pas une seule histoire, donc c'est décousu. Parce que c'est entrecoupé de passages avec le narrateur, Dim Taylor, expert musical peut-être, mais surtout, gars très austère qui ne dégage pas grand chose avec sa dégaine de majordome. Ah oui, à un moment il parle à la représentation du son aussi. Réussir à donner une personnalité au son grâce à l'animation, c'est génial, oui. Mais lui faire illustrer tous les instruments, c'est vite lassant et répétitif quoi. Et puis ce narrateur, c'est la mort du fun, vraiment. Il explique à chaque fois absolument tout ce qui va se passer. Alors autant pour le premier passage plus abstrait ou pour la danse des heures plus symbolique, je comprends. Mais est-ce qu'il fallait vraiment passer une minute à décrire scène par scène tout ce qui allait se passer avec les dinosaures et les dieux? Bien sûr que non, parce que en faisant ça, aucune surprise. On sait que Zeus va apparaître, on sait qu'un T-Rex va attaquer. Et si on n'est pas pris par la musique ou l'animation, comme c'est mon cas, on finit par regarder sa montre et attendre que ça passe. Et c'est dommage parce que l'intention est intéressante, que des centaines de gars en bossé dur encore une fois ont dû inventer des trucs pour trouver des effets visuels nouveaux. Si vous voulez une idée, pour cette séquence-là, chaque image prenait 3 à 4 heures pour être finalisée. Une image, c'est 1/24e de seconde. Ce passage fait 14 minutes. Je vous laisse faire le calcul. Et surtout que l'idée de base de Walt Disney était tout à fait louable. Grand amateur de musique, il voulait faire redécouvrir le classique aux plus jeunes, ce qu'il avait déjà commencé à faire des années plus tôt avec les Silly Symphonies. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le même principe que Fantasia mais avec moins de budget et des morceaux moins connus, on va dire. L'idée était aussi de faire correspondre l'animation avec une partition de musique. Et c'est clairement le précurseur de Fantasia. Walt voyait Fantasia comme une expérience, pas comme un film. Et ça se ressent dans sa forme, avec son ouverture, l'installation des musiciens, l'entracte. Il voulait qu'on se sente comme dans une salle de théâtre. Et, comme pour le théâtre ou l'opéra, il fallait acheter son ticket à l'avance. Plus cher que pour un film, et il n'y avait que 2 représentations par jour. Une fois entré, on avait un siège attribué, et même un programme. La première du film a été faite à Broadway, dans une salle de théâtre, et non un cinéma. Donc vous avez compris l'idée. Et vous imaginez bien que c'était pas un film exploitable pour toutes les salles du pays. Et c'est pour ça que le distributeur attitré de Disney, la RKO, n'a pas voulu prendre le risque. Et qu'ils ont dû se débrouiller tout seuls. Mais il y avait un autre problème. Pour que l'expérience soit optimale, il fallait que la salle soit équipée d'un tout nouveau système de son, créé spécialement pour le film, le bien nommé Fantasound, qu'on pourrait comparer à notre son surround actuel, créé en enregistrant l'orchestre avec plusieurs micros placés à différents endroits de la pièce. Alors, pour aujourd'hui c'est la base, plusieurs baffles dans une salle, mais à l'époque, au cinéma, c'était du mono partout. Donc on récapitule. Pour que l'expérience soit vécue dans la meilleure condition possible, il fallait trouver une salle qui passait le film, avec l'installation Fantasound, c'est-à-dire seulement 12 à la fois sur tout le pays, être libre à l'heure de la représentation, accepter de payer plus cher, et pour bien faire, être habillé comme pour un gala. Ça vous étonne si je vous dis que le film s'est planté? Pas vraiment, Surtout que, comme Pinocchio, il a dû attendre 1946 pour sortir en Europe. Vous savez pourquoi. Fun fact. Le film est ressorti, comme beaucoup de Disney, plusieurs fois depuis 1940. Et c'est durant les années 60 qu'il a connu l'un de ses plus grands succès. Pourquoi? Grâce au mouvement hippie, Peace, Love et LSD, qui venaient triper devant l'expérience. Le flop de Fantasia, c'est resté, jusqu'à sa mort, l'un des plus grands regrets de Walt Disney. C'était son projet, lancé en production directement après le succès de Blanche-Neige. Il voulait faire le tour de toutes les plus grandes salles des États-Unis, en faire un spectacle itinérant qui évoluerait d'année en année avec des passages qui seraient remplacés par d'autres. Il avait même déjà commencé à produire d'autres segments avec Clair de Lune ou La Chevauchée des Valkyries. Mais il n'en fut rien. Les critiques étaient mitigées. Plutôt apprécié par les cinéphiles mais dénigré par pas mal d'experts musicaux, pour qui c'était un blasphème de vouloir illustrer de la musique, ou qui trouvaient les réorchestrations de Stokowski indignes des originaux. Dans les grandes villes comme New York ou Los Angeles, ça a fonctionné, restant à l'affiche plus d'1 an, mais au total, financièrement, c'est un échec. En 1999, reprenant l'idée de Walt, sortira Fantasia 2000, mais ça,
On en parlera plus tard. Alors, ennuyeux ou Magic of Fantasia? Bah, vous l'aurez compris, c'est un peu des deux. C'est trop long, trop sérieux, malgré quelques essais comiques un peu foirés, et j'ai beau essayer, j'adhère pas du tout à la partie centrale du film. Les segments 4, 5 et 6 et tout ce qui va avec, c'est pas pour moi. Heureusement, quand le film me plaît, il me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que je suis pas trop dur dans ma cotation, et je lui donne un 6 sur 10, comme Blanche-Neige. On est en 41, et c'est pas la joie. Ah non, je parle pas de ce qui se passe en Europe ou de la future attaque sur Pearl Harbor, mais plutôt de l'état de Disney. Pas franchement au top, après les relatifs échecs financiers de Pinocchio et de Fantasia, deux films qui ont coûté très cher et qui se sont un peu vautrés en salle. Il fallait donc à tout prix un film rentable, et pour qu'un film soit rentable, le plus simple, c'est de faire un film moins cher. Of course! Là où Pinocchio et Fantasia étaient tous les deux proches des 2,5 millions de dollars, je vous rappelle qu'on est dans les années 40 et que 2 millions de dollars c'est beaucoup d'argent, Dumbo coûtera moins de la moitié, et sera enfin rentable, devenant, avec du recul, sans doute le film qui a sauvé Disney à ce moment-là. Mais d'où ça vient Dumbo? Est-ce que c'est pour une fois un scénario original? Autant Pinocchio et Blanche-Neige, on sait que ce sont des contes à la base. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du livre de Dumbo? Non. Et c'est normal. En fait, le livre était prévu et devait être un roll-book. Un genre de livre animé qui n'a jamais trop fonctionné. Un animateur de chez Disney était tombé sur le scénario du bouquin, et Walt s'était empressé d'acheter les droits, se disant que ça ferait un sympa court-métrage. Mais plusieurs de ses collaborateurs voyaient plus en Dumbo, et ont donc débuté un script, pour en faire un long-métrage. À chaque fois qu'un chapitre était terminé, ils le déposaient sur le bureau de Walt, en essayant de finir chaque fois par un cliffhanger, pour donner l'envie à leur boss d'en savoir plus. À un quart du scénario, leur technique a payé, Disney voulait en voir plus, et le projet a été lancé. Bouclé en un an même pas, il est le plus court des classiques Disney. Alors accrochez-vous à vos oreilles, ça va aller vite. Mais juste avant qu'on se lance dans le film, n'oubliez pas d'exploser les likes parce que, comme dit France Gall, là où Blanche-Neige et Pinocchio nous plongeaient dans un conte, ici, on est dans le monde du cirque, dès le générique, avec des affiches et de la musique de circonstance. C'est la fin de l'hiver et tous les bébés, amenés par des cigognes bien sûr, arrivent en même temps. Quel bordel ça doit être pour ceux qui bossent là. Imagine le soir tu vas te coucher, t'as un ours, tu te réveilles, t'en as 3. Puis ils vont grandir aussi. Tu crois vraiment que 2 hippopotames adultes vont tenir là-dedans? Et les 5 tigres là, qu'est-ce que vous allez en faire quand ils seront tous grands? Faites gaffe les gars, vous allez en avoir une sur le dos. Enfin, si les cirques en avaient quelque chose à foutre du bien-être animal. Attends mais je vais beaucoup trop loin moi, on en était où? Ah oui, donc tous les parents reçoivent leur colis, et ce petit parachute a même la gentillesse de se réenvoler tout seul, me demandez pas comment, mais Madame Jumbo, elle, ne reçoit rien. Ou en tout cas, pas tout de suite. Et pour cause, elle a droit à un traitement spécial. Alors que tous les autres ont juste reçu leur gosse comme ça, elle reçoit son éléphanto en main, ou plutôt en patte propre. Perso, j'appelle ça un traitement de faveur, hein. Surtout qu'il n'y a aucune raison, c'est pas comme dans Harry Potter où Hagrid doit aller directement amener la lettre à Harry parce que les Dursley... Mais j'ai envie de jouer dans tous les sens aujourd'hui. Bon, on se concentre. Le petit Jumbo Junior, parce que oui, c'est son nom, et pas Dumbo, qui de base est une insulte de l'une des éléphantes, Dumb voulant dire bête en anglais, éternue, il a des grandes oreilles, et ce sera le sujet de tout le film. Après s'être fâché un peu fort sur un gamin se moquant des oreilles de son fils, maman Jumbo se retrouve en confinement, laissant le petit Dumbo seul et triste, même rejeté par les autres éléphants. Et on remarque le petit détail malin, les lignes verticales de la tente renvoyant au barreau de la mer. Heureusement pour lui, il se fait vite un pote. Timothée, une souris. Ironique. La suite va assez vite. Il fait foirer un numéro et en même temps apparemment ils avaient même pas répété avant, ce gars est débile, devient un clown, fait une dépression alors qu'il doit avoir quelques semaines parce que Disney c'est trop drôle. Timothée l'amène voir sa mère dans le tire-larme ultime, il boit un coup pour oublier, on va y revenir, finit dans un arbre, se fait chambrer puis aidé par des corbeaux, on va y revenir, et enfin, vole. Ah ouais, si jamais là, quand il commence à voler, il reste 4 minutes 10 de film. Et après avoir signé un contrat grâce à son agent, sa mère est libérée et il a même son wagon privé. Et oui, la souris est son agent. Et je vais me rendre compte que je bug fort sur le fait qu'une souris soit son agent alors qu'on est quand même sur un film qui parle d'un éléphant qui vole. Et c'est un peu ça la force de Disney, pour moi. Dumbo est tellement connu, iconique, que oui, c'est un éléphant qui vole, c'est normal. Du coup, quand on revoit le film et qu'on remarque un détail comme ça, qu'on n'avait jamais vu ou oublié, oui, ça surprend. Le film est ce qu'il est. Il se laisse facilement regarder, même si le budget plus serré est très flagrant. Après Pinocchio, on va pas se mentir, ça, c'est moche. Il est court et simple, se concentrant énormément sur l'émotion, plus que sur l'animation ou même les dialogues. Dumbo étant l'un des seuls, si pas le seul personnage principal d'un classique Disney à ne pas dire un mot. Tout passe donc dans ses expressions et ses mouvements.
et c'est géré brillamment. À part ça, il n'y a pas énormément à dire dessus, sauf deux choses dont on va parler sûrement plus longtemps que du film en lui-même. La première chose, vous l'avez vu dans la miniature, c'est le traitement des Afro-Américains. D'abord dans la scène du montage de la tente, qui est, je trouve, visuellement et au niveau de son ambiance, très intéressante. Alors, quand on voit le film sans trop réfléchir, on ne fait pas plus gaffe que ça. Mais en y repensant et en faisant 2-3 recherches, on tombe par exemple sur les paroles de la chanson. Et là, on prend un peu de recul et on se dit que, ouais, des hommes noirs sans visage qui bossent sous la pluie en chantant, en étant associés aux animaux, c'est pas très valorisant. Mais bon, c'était peut-être juste normal à l'époque, hein. Puis arrivent les corbeaux. Encore une fois, sans trop y penser, c'est dynamique, marrant, et c'est l'un des meilleurs passages du film. Puis on apprend que le corbeau principal se nomme Jim Crow. Et là, si on sait à quoi renvoie le nom, ça passe mal. Jim Crow, c'est, à la base, un personnage humoristique et raciste, créé dans les années 20. 1820, hein. C'était une caricature d'homme noir, interprété par un blanc, bien sûr, selon le principe du blackface. Plus tard, Jim Crow donnera son nom aux fameuses lois Jim Crow. Ces lois de ségrégation qui, par exemple, séparaient les noirs et les blancs dans les restaurants ou les bus. Et quitte à pousser le bouchon bien loin, le corbeau dans Dumbo est doublé par un blanc, le même qui doublait Jiminy. Une blackface audio, quoi. Maintenant, pour s'en défendre, les gens de chez Disney disent que, pour le passage du début, c'était plus une critique des agissements des cirques que du racisme pur. Il s'agit aussi de replacer le film dans son contexte historique, c'est évident. On va pas reprocher à Tarantino de mettre en scène des esclaves dans Django, sauf si tu t'appelles Spike Lee. Cela dit, personne ne les obligeait à écrire des paroles comme ça. Le cas de Jim Crow est peut-être encore plus délicat. Oui, les corbeaux sont des caricatures racistes. Oui, le nom renvoie à quelque chose de dégueulasse, mais, dans le film, ils sont hyper importants. Ils sont de ceux qui, malgré quelques remarques au début, vont être gentils et bienveillants envers Dumbo. Et sans eux, ils ne voleraient pas, tout simplement. Et c'est l'argument utilisé aujourd'hui pour leur défense. Du coup, raciste ou progressiste ? Perso, je pense qu'il y a une pointe de racisme inhérent à la période, ce qui n'est pas une excuse. Mais de là à dire que c'est progressiste, il y a une marge quand même. Si le but était vraiment d'être progressiste, c'est très maladroit. Un peu comme quand Timothée les sermonne, leur disant qu'il ne faut pas juger sur les apparences. Ouf. Et vous en pensez quoi ? Raciste, progressiste ou bien quelque chose de très bizarre entre les deux ? Mais de toute façon, si Disney jugeait ça problématique, il serait effacé, comme Elle dans Fantasia, caché, comme ce cul sur Disney+. Qu'est-ce que c'est moche. Ou bien tapé tout au fond d'un tiroir comme s'il n'avait jamais existé, comme La Mélodie du Sud, que vous ne verrez jamais sur Disney+. Mais qu'on traitera peut-être un jour. L'autre chose dont je voulais parler, histoire de terminer sur un truc un peu moins controversé, c'est la géniale scène des éléphants roses. J'en avais quelques souvenirs, mais la revoir cette fois-ci a été une expérience absolument incroyable. Sans déconner, j'avais un énorme sourire du début à la fin. Et après l'avoir revu quelques fois pour la vidéo, je peux dire sans trop de doute que c'est l'un de mes passages préférés de l'histoire de Disney. Ça n'a aucune raison d'être là, ça jure avec tout le reste du film, mais c'est parfait. Totalement surréaliste, mouvement assez en vogue à l'époque, les animateurs s'en sont donnés à cœur joie. Ça part dans tous les sens, c'est parfois un peu flippant, parfois drôle, parfois méta, comme ce groupe d'éléphants roses qui marchent sur les bords du cadre, c'est parfois n'importe quoi, mais c'est toujours fascinant. Elle est tellement dingue que même Burton n'a pas trop osé s'en approcher dans son remake live de 2019. C'est dire. Et puis je dis qu'elle sert à rien, mais c'est pas totalement vrai. Déjà, elle permet de passer à autre chose et de se sécher discrètement les larmes après Baby Mine. Puis ça donne une excuse, grâce à l'ellipse, pour mettre Dumbo dans un arbre sans qu'on le voie y monter. Ouais, parce qu'un éléphanteau bourré qui vole pour la première fois, ça doit pas être ouf à voir. Et puis aussi, après avoir vu quelque chose d'aussi dingue, on est peut-être plus enclin à accepter le fait que Dumbo puisse voler. Oui, enfin bon, de là à avoir une souris qui signe un compte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au niveau de la note, c'est du 7 sur 10, bien généreux, fort aidé par le passage psychédélique. Si je vous parle d'un Disney qui démarre par des animaux qui vont voir le nouveau prince de la région, tout juste né. Un film qui le suivra de son enfance à son adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Si je vous dis qu'il perd un parent, tué par le méchant de l'histoire dans une scène devenue culte, qu'il se bat contre une horde d'animaux sauvages et qui a le feu à la fin, mais que ça se finit bien quand même, et que le film se termine par notre héros devenant père à son tour. Vous pensez à Bambi, c'est Bambi, bien sûr, ça peut être que Bambi, je vois même pas à quel autre film on pourrait penser. Projet chouchou de Walt Disney mis en production dès 1936, c'est-à-dire même avant que Blanche-Neige ne sorte, Bambi est le dernier film de ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or de Disney. C'est aussi le dernier long métrage, avant que Disney ne soit réquisitionné pour créer du matériel de propagande durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il faudra attendre 8 ans, avant de revoir un long classique Disney sur les écrans.
avec Cendrillon. Bon, mais là, on veut pas parler de ça. Bon, pour voir si vous avez bien suivi les vidéos d'avant. D'après vous, Bambi s'est tiré de quoi? Si vous avez dit un livre, vous avez raison. Mais vous parlez à une vidéo YouTube là quand même. Les droits du livre, écrit par l'Autrichien Felix Salten, avaient été très vite achetés par un producteur américain, qui comptait à la base en faire un film en prise de vue réelle. Mais il s'est vite rendu compte qu'en animation, ce serait peut-être plus facile. Tu m'étonnes, va dresser un faon, un lapin et un putois, tu verras. Il a donc proposé le projet à Walt Disney, qui lui a répondu quelque chose du genre « Ouais, ton truc a l'air sympa, mais je vais peut-être d'abord penser à finir mon premier film, tu crois pas ?» Mais dès qu'il a eu le temps, il a récupéré les droits et lancé la production de ce qui devait être le deuxième classique Disney, à la base, mais qui sera finalement devancé par Pinocchio, Fantasia et Dumbo. Walt était tellement emballé par le projet qu'il fit une longue présentation aux investisseurs, qui acceptèrent alors de financer le film, alors que Disney était déjà endetté. Malheureusement, Bambi étant sorti en 1942, alors que l'Amérique était en guerre depuis plusieurs mois, le film ne fit pas de profit à sa sortie. Vous allez le voir, Bambi emprunte autant à Fantasia pour son utilisation de la musique qu'à Pinocchio pour son travail visuel. Et le fait que ces trois œuvres aient été produites plus ou moins en même temps a sans doute été un boost créatif. Un peu comme Dumbo, le film est très court, et au niveau histoire, il y a encore moins à raconter. Mais revenons vite fait sur le film quand même. Avant ça, écoutez les conseils de Chia et mettez un petit like. Alors, Bambi naît, Bambi apprend à marcher, Bambi apprend à parler. Bambi se fait des potes, Bambi se fait agresser sexuellement par sa cousine, Bambi se fait nier par son père, Bambi découvre la neige, Bambi découvre la mort, Bambi grandit, Bambi pécho, Bambi se bat, Bambi se prend une balle, Bambi survit, Bambi devient père, Bambi devient le grand prince de la forêt, et c'est fini. Bon là je déconne un peu mais on n'en est pas super lent en vrai. Et sinon ouais, dans le livre, Féline est sa cousine, et puis quand tu connais pas quelqu'un, tu lui lèches pas le visage, surtout pas en ce moment. Ce film n'est pas l'histoire de Bambi, il n'est pas un personnage très important. On voit le monde à travers ses yeux, à travers son évolution, oui. Mais le film est à propos de bien plus que ça. Bambi ne prend pas de décision. Il n'a pas de décision à prendre d'ailleurs. C'est un cerf, et il va vivre sa vie de cerf. C'est tout. Il ne va pas partir à l'aventure, il ne va pas apprendre à peindre avec ses bois et devenir une star avec un lapin comme agent. Il ne va pas apprendre à voler, ou devenir un vrai petit garçon des bois. Non. Il va vivre dans la forêt, apprendre ses codes, ses merveilles, ses dangers aussi. Il sera même directement impacté par ce danger, lorsque sa mère sera abattue. Mais il ne va pas partir la venger en empalant des chasseurs et en collectionnant leurs têtes. Non. Il continuera sa vie, comme le ferait n'importe quel cerf. Il va grandir et, au printemps, trouver une femelle et faire des bébés. Parce que c'est comme ça. Cette idée de réalisme, c'est vraiment ce qui caractérise Bambi. Les animateurs ont observé des vrais animaux, en studio et en extérieur, pour être capables d'obtenir un rendu le plus vrai possible, dans leur façon de bouger, de réagir, d'interagir. Ils ont été jusqu'à se rendre en forêt observer le mouvement des arbres, se coucher au sol sous la pluie pour voir à quoi ça ressemblait sous cet angle, juste pour ce plan, ou étudier l'anatomie des animaux à l'os près. Au niveau acharnement, on en est là. Et même si, comme moi, vous n'avez sûrement que très rarement vu un cerf, une biche ou un faon se balader dans une clairière, il est assez évident que dans cette scène-là, elle agit d'une façon totalement naturelle et réaliste. Et on peut dire ça pour pas mal de scènes en fait, comme celle des combats par exemple. Pour moi, c'est révélateur de l'ambition qui régnait chez Disney à ce moment-là. Cette idée de toujours pousser l'animation plus loin, de faire quelque chose de différent, de plus impressionnant, de plus marquant, et ça de film en film. Ajoutez à ce réalisme des expressions plus humaines, souvent enfantines, et vous avez l'équilibre parfait. Et si vous vous demandez à quoi ça ressemblerait s'ils avaient poussé le réalisme jusqu'aux expressions, regardez Le Roi Lion 2019. Et, pour moi, c'est le plus beau film Disney des années 40. Je penserai toujours que Pinocchio est celui à l'animation la plus folle, mais en termes de magie, d'ambiance, de poésie, de couleurs, je suis plus emporté par Bambi. C'est peut-être, je sais pas, peut-être parce qu'il n'y a pas d'enfants qui se transforment en âne et qui appellent leur mère en pleurant. Ouais, peut-être. Cette ambiance, on la doit principalement à deux choses. D'abord, ce parti pris de garder les arrière-plans plutôt flous, pas totalement définis, donnant à la forêt une certaine profondeur, une texture, amplifiée par l'utilisation répétée de la caméra multiplane. Dans cette profondeur, le spectateur peut s'imaginer ce qu'il s'y passe. Les animaux qui y vivent, les fleurs qui y poussent, les feuilles qui y tombent. Assez paradoxalement, ne pas montrer ce qu'il y a derrière ajoute de la vie, et donc du réalisme à l'ensemble. L'inspiration, se rapprochant de la peinture asiatique, on la doit à Tyrus Wang, qui était d'origine chinoise, comme quoi, tout s'explique. Personnellement, ce serait mentir que de vous dire que ça ne m'a jamais dérangé cette idée. Genre, dans cette scène, la différence est tellement grande entre les animaux et les décors qu'on pourrait avoir l'impression que les deux ne vont pas du tout ensemble. Mais c'est un défaut qui s'estompe,
au plus je revois des images du film. Et cette distinction permet aussi de guider l'œil du spectateur, au cas où il serait incapable de faire la différence entre un lapin et une feuille, je sais pas. La deuxième composante importante pour arriver à cette ambiance, c'est l'habillage musical. Et j'utilise le terme habillage parce qu'il correspond exactement à comment la musique est utilisée. La musique accompagne chaque moment de Bambi, répondant à ce qui se passe à l'écran, comme lors des premiers pas du jeune Fan, de l'arrivée de son père ou lors des combats dans la clairière. Elle est omniprésente, incessante, sans être dérangeante ni prendre trop de place. Bambi est même parfois comparé à une symphonie, pour son côté très musical. Pour vous donner une idée, il n'y a que 2 moments de silence dans le film, pour un total de même pas 40 secondes. La plupart des choses passent par l'animation et la musique, le long métrage se payant même le luxe de se passer souvent de dialogue, n'utilisant en tout que 950 mots, ce qui doit être l'équivalent d'une demi-scène chez Tarantino. Gli amici della vedetta ammirata da tutti noi, questa gemma propria della nostra cultura, saranno naturalmente accolti sotto la mia protezione per la durata del loro soggiorno. Les chansons, elles, ne sont pas chantées par les protagonistes, mais permettent de faire avancer l'histoire, ou d'instaurer une atmosphère, comme quand il pleut, ou quand Bambi bat un autre prétendant et passe la nuit avec Féline. L'amour brille sous les étoiles un peu, mais sans les yeux de biche de Nala. Enfin si, des yeux de biche, mais c'est une biche, hein, donc c'est normal, quoi. Non mais, des yeux de biche, elle a des yeux de biche, mais c'est l'expression. Enfin, bref, si on parlait de la mort de la mère de Bambi, hein. Cette scène est traumatisante pour plein de raisons, mais la principale, c'est que c'était la première mort chez Disney, d'un personnage gentil en tout cas, parce que elle, pas sûr qu'elle ait survécu, mais bon, si Palpatine a pu le faire, mais je m'égare encore, promis, on parlera de Star Wars un jour. Donc, l'hiver se termine, Bambi crève de faim, alors sa mère décide de l'emmener à la clairière, pour qu'il puisse manger les premières herbes, apparues là où la neige a fondu. Vous connaissez la suite, la mère entend un bruit, ils courent tous les deux, on entend un coup de feu, et quand Bambi arrive chez eux, il est seul. Plus tard, alors que la neige recommence à tomber, son père débarque, et lui dit que sa mère ne sera plus jamais avec lui, et qu'il doit le suivre. Il se retourne une dernière fois, comme pour dire adieu à sa mère et à son enfance. En effet, la prochaine fois qu'on le verra, au moins 1 an aura passé, et il ne sera plus triste. Et c'est malin, ça évite de rester trop longtemps dans le pathos. C'était déjà assez traumatisant comme ça. Alors, est-ce que vous faites partie aussi de ces gens qui jurent avoir vu tomber la mère de Bambi après le coup de feu? Alors, c'est pas du tout le cas, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. C'est ce qu'on appelle l'effet Mandela, un faux souvenir partagé par pas mal de monde. Un peu comme ceux qui pensent que Vador dit « Luke, je suis ton père », alors que pas du tout. Et oui, on parlera de Star Wars. Dans ce cas-ci, la mort se passe en hors-champ, ce qui rend les quelques minutes qui suivent encore plus tendues, parce qu'on ne sait pas si elle est morte ou pas. Et comme c'était encore jamais arrivé, ou presque, chez Disney, tout le monde s'attendait à la voir revenir. Bon, par contre, ce qui me fera toujours rire, c'est l'enchaînement avec la scène suivante. Je voulais bien qu'il fallait passer à quelque chose de plus léger, mais là c'est brutal, quoi. J'ai dit vite fait, mais ça mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu plus. Le méchant dans Bambi, c'est l'homme, avec un grand H. Les chasseurs, plus exactement, bien sûr, mais comme ils ne connaissent que les chasseurs, pour les animaux de la forêt, c'est ça l'homme. Lorsqu'il n'est pas là, tout le monde est ami, tout le monde est content, ça chantonne, ça joue, ça tombe amoureux, mais lorsque l'homme arrive, il amène avec lui la mort et la destruction. On ne le verra jamais à l'écran, rendant sa présence encore plus angoissante, car il pourrait être n'importe où. Même les chiens sont diabolisés, dessinés de façon telle qu'ils ne peuvent pas être associés aux autres animaux, mais simplement comme des outils, utilisés par les chasseurs pour traquer et tuer. Mais malgré tout ça, malgré les animaux morts, malgré le feu causé par leur imprudence, et d'ailleurs à propos, les chasseurs périssent dans l'incendie, et ça a failli être montré dans le film, malgré tout ça, à la fin, la nature a repris ses droits, et la vie continue. Du coup, ouais, Bambi, c'est peut-être pas la trame narrative la plus excitante du monde, mais ça raconte une grande histoire. L'histoire... Eh, tu permets? Ouais, donc l'histoire de la vie, de la mort, des saisons, et de la nature, qui triomphe toujours. Pour ce qui est de Bambi le personnage, c'est peut-être le prince et le cerf le plus important de la forêt, mais au final, il n'est qu'un pion dans une histoire qui est beaucoup plus grande que lui, tout comme Pampan, Fleur et les autres. Et c'est ça la réussite de Disney. C'est de nous transporter dans la forêt, de nous montrer ce qui s'y passe, pas plus, pas moins, et d'arriver à en faire un classique. Cela dit, j'en ferai pas non plus le meilleur Disney du monde, que ce soit clair. J'aime beaucoup la première partie, mais dès qu'il devient adulte, le film perd de son charme. Tout s'enchaîne très vite, et à part le combat contre l'autre cerf, qui s'amuse avec les couleurs, aucune scène n'est marquante, pour moi. Pour vous dire, avant de le revoir, j'avais même oublié qu'on le voyait plus âgé. Tout ça réuni nous donne un bon 7 sur 10, et place Bambi juste derrière Pinocchio dans mon top Disney, qui sera mis à jour à chaque vidéo bien sûr.